Le monde d'à peu près. Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez un nouvel épisode du Monde à peu près, diffusé par Artemus pour que l'information devienne connaissance. Les intervenants habituels de podcast sont Nicolas et Lamine. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Artemus, ce ne sont pas seulement des podcasts du Monde à peu près ou les nouveaux podcasts plus décontractés de On n'est pas sauvé. Artemus, c'est aussi des chroniques que nous diffusons sur des sujets variés. Notre offre comprend également des conférences en présentiel que nous organisons plusieurs fois par an, en général à Bruxelles. Vous trouverez de plus amples informations concernant nos activités et enregistrements sur notre site web artemus.info. Faites-y un tour pour être tenu informé de nos actualités. Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site web, donc artemus.info. Nous sommes d'ailleurs présents sur les différents réseaux et plateformes habituelles, YouTube et Odyssée, ou sur Facebook, X et Telegram. Merci d'avance pour votre soutien que vous pouvez nous témoigner sur ces réseaux. Vous savez comment le faire, hein? Et aujourd'hui, notre invité est Piero San-Giorgio. Bonjour. Bonjour. Merci d'avance pour cet entretien. La plupart de nos auditeurs vous connaissent déjà sans doute. Vous êtes d'ailleurs venu récemment en Belgique à l'invitation d'Artemus pour présenter votre dernier livre chez le libraire bruxellois Maupassant. Le livre Survivre à la peur, tome 1. C'est sorti cette année 2024. Vous êtes donc auteur, vos livres sont traduits en une dizaine de langues. Vous êtes pionnier dans le mouvement de survivalisme ou collapsologie en Europe. On pourrait d'ailleurs définir la différence ensuite pour nos auditeurs entre survivalisme et collapsologie. À ce propos, vous êtes aussi conférencier. Vous proposez des formations même sur votre site. Vous avez écrit un essai déjà en 2011 dans cette thématique intitulée « Survivre à l'effondrement économique, le retour aux sources », édité chez Culture et Racines. Mais avant ça, vous étiez spécialisé dans l'industrie high-tech et c'est en 2005 que vous prenez pleinement conscience des choses graves à venir et qui vous dévient de votre chemin vers la thématique de survivalisme. Pouvez-vous nous rappeler en 2 minutes quel était le processus dans votre vie qui vous a amené à dédier entièrement votre vie à la question de comment survivre à ce changement mesquin auquel notre société est confrontée? Merci. Eh bien, merci de votre invitation. J'espère que le son va bien. Nous sommes évidemment dans une journée où il pleut beaucoup et je ne sais pas pourquoi, mais quand il pleut, ça fait de l'écho. Alors, j'ai effectivement une carrière qui précède mon travail d'écrivain, qui était dans la haute technologie, dans les logiciels, pour être précis, et j'ai développé pour des sociétés américaines et puis ensuite pour ma propre société les marchés qu'on appelait à l'époque émergents. Aujourd'hui, beaucoup sont émergés. C'était l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique. J'étais un spécialiste de ces régions. Et c'est vrai qu'en voyageant à travers le monde, j'ai pu constater qu'il y a quand même pas mal de ravages qui ont été faits par le développement, notamment sous forme de pollution. Donc, j'avais une fibre un peu écologiste et j'ai commencé à me pencher sur les ressources, la consommation, la pollution, éventuellement le climat. Et je me suis dit, on rentre dans des périodes difficiles. Et à cela, je me suis aussi rendu compte que nous sommes dans une économie, en tout cas en Occident, financiarisée, où l'argent est créé de nulle part par les banques centrales et que nous sommes dans une fuite en avant dans la dette infinie qui présage la faillite à terme. Et les processus de faillite sont bien connus. Hyperinflation, faillite des États, perte de leur capacité à subvenir aux besoins des populations et à assurer ni la prospérité ni la sécurité. Nous y sommes. Et de ce fait, j'ai commencé à tirer les tendances de ces choses que j'ai remarquées dans mes voyages, dans mes réflexions. J'ai bien sûr interviewé des spécialistes qui en connaissaient plus que moi. Et je me suis rendu compte que, voilà, à partir des années 2020, 2025, nous entrons dans un processus de ce que j'appelle un effondrement
un effondrement plutôt d'abord économique, puisque les effondrements sociétaux, moraux, etc., d'une part, m'intéressent un petit peu moins, mais aussi ils sont déjà actés. Et donc, nous entrons dans une phase de grande difficulté. Et c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre en 2011, qui prévoyait pas mal de guerres, de crises que nous vivons déjà aujourd'hui. Et qui, parce qu'il a eu beaucoup de succès, m'a amené à commettre ensuite d'autres livres plus spécialisés sur comment on survit dans les villes. Et je vais déjà dire très difficilement. Ensuite, un livre sur comment particulièrement les femmes peuvent se préparer à ces moments, à ces périodes difficiles. Et puis aussi par rapport à un livre, j'ai coécrit un livre sur les risques radiologiques, nucléaires, bactériologiques, donc les pandémies et chimiques en 2016. Donc j'avais aussi eu le pif de sentir que quelque chose se préparait voilà, de ce côté-là. Et là, en fait, beaucoup de ces livres m'ont amené à... Enfin, mon public me dit, c'est très bien, tu nous apprends, tu nous annonces les problèmes qui risquent d'arriver dans le futur. Je ne suis pas prophète, hein, je tire des tendances, je fais de la prospective, mais enfin, souvent, on est un peu dans la bonne direction, ou mauvaise direction, devrais-je dire. Et puis, beaucoup me disent, en revanche, bien que tu nous donnes des solutions, ça fait peur, parce qu'on ne pensait pas que ça allait être si terrible que ça. Ça allait être si horrible ce qui est en train d'arriver. Et en fait, mon objectif, c'est par l'action, le fait d'apprendre aux gens à bouger, à faire des choses pour se préparer, c'est justement d'enlever l'anxiété. Mais cette anxiété est là. Et donc, depuis à peu près 2016, je me suis mis à travailler sur le livre qui vient de sortir cette année, le premier tome en tout cas, le deuxième sortira l'année prochaine, qui est faire face à nos peurs et faire face à nos anxiétés, déjà pour mieux les maîtriser et les utiliser comme des amis, puisque la peur est une émotion qui est là pour nous signaler un danger, en tout cas un danger qui soit réel ou imaginaire. Elle nous permet de mobiliser des ressources physiques, mentales, émotionnelles pour y faire face, et que c'est une émotion qu'il faut parfois écouter et qu'il faut sans doute un petit peu maîtriser quand elle est excessive et qu'elle nous amène de l'anxiété par rapport à l'avenir. Et je pensais écrire un livre assez vite fait hein, sur ce thème, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez peu anxieux. Mais en réalité, quand j'ai commencé à étudier les aspects physiologiques, les aspects neurologiques, les aspects évidemment liés à comment ces émotions de peur, d'anxiété se dévoilent en nous, quels sont leurs symptômes et les conséquences qu'elles nous donnent, eh bien, j'ai mis le pied ou la main dans un engrenage de réflexions qui sont assez vastes et qui m'ont amené à écrire un livre sur presque 8 ans. Et donc, qui m'ont amené à découvrir que nous avons des peurs de la mort, des peurs de l'inconnu. Et donc, la religion nous apporte des solutions. Et tous ces tiroirs que j'ai commencé à ouvrir avec toutes sortes de philosophies qu'il fallait aborder m'ont amené à me rendre compte que c'était un travail colossal et que pour faire les choses sérieusement, il fallait aller dans le détail. Et c'est pour ça que le résultat, ce sont 2 livres, tome 1 qui vient de sortir, donc, et le tome 2 l'année prochaine, et qui essaie d'approcher cette angoisse que peut nous causer la réalité et aussi l'angoisse qu'utilisent les puissants, les gouvernements, les États pour essayer de gérer la population, en tout cas le bétail qu'est la population de leur point de vue. Est-ce qu'il faut préciser que votre livre, il est costaud et qu'il y a beaucoup de paramètres et que c'est vraiment très intéressant, que ça va chercher très loin dans beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas si on pense à la peur. Et d'ailleurs, à titre personnel, je trouve qu'il y avait quelque chose d'un peu... au niveau du marketing, je ne sais pas comment vous avez vu la chose, mais écrire ce livre à la peur avec une couverture qui est un peu stressante comme ça, je trouve que c'est très, très réducteur par rapport au contenu du livre qui est quand même assez impressionnant. Et ça pourrait bloquer des gens qui pourraient aussi vous dire qu'est-ce que vous arrivez avec un truc de la peur, tout le monde est déjà stressé, etc. Alors qu'en réalité, il faut vraiment le lire parce qu'on sort de tout ça et qu'on part vraiment très, très loin dans beaucoup de choses et que c'est passionnant. Et il y a, au niveau marketing, on a l'impression, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il Ben, faut aussi merci. dire il faut pas s'effrayer du temps que ça a demandé pour écrire et le 800 pages qu'il faut lire. Il faut pas 8 ans pour le lire. C'est 8 ans pour l'écrire et c'est 958 pages exactement. 958 pages et pas besoin de 8 ans pour le lire parce que, comme tu Hmm. dis, c'est très varié. Il y a une facette scientifique, il y a Oui, des anecdotes, il y a une partie pratique. Donc voilà, oui, et puis ça, c'est un livre, je pense que c'est un livre qui demande à être lu en plusieurs temps. C'est pas un roman qu'on lit à la chaîne, c'est pas un page turner, quoi. C'est vraiment, voilà. Faut lire des choses, faut les synthétiser, il y a des exercices, c'est un espèce de livre d'accompagnement, vraiment. Plus que, c'est pas le petit bouquin, c'est pas le livre des vacances sur la plage, quoi, forcément. Déjà, c'est lourd dans la valise, etc. Donc, Oui, oui, puis c'est lourd dans les bras aussi, dans le porter, il c'est faut le vrai. porter. Pour lire Et les bouquins pour lire au lit, c'est pas pratique non plus, hein. ben, non, J'ai essayé, si on est déjà au survivalisme, on peut se défendre avec tellement c'est lourd. c'est vrai, exactement. C'est une belle arme. c'est ça. C'est ça, et merci. Bon, écoute, c'est intéressant parce que les couvertures, c'est souvent le travail de l'éditeur. Et entre une couverture très sobre, très scientifique, qui ferait que le livre attire peut-être un public universitaire, mais limité, ou une couverture un peu angoissante, effectivement, un peu qui tapine un peu sur les choses. Mon éditeur a choisi il a choisi le grand marché de tout le monde, la ménagère de 50 ans qui arrivant à la FNAC, verrait, ou dans une librairie, il voit la couverture et se dit ça fait peur, donc je l'achète. Je ne sais pas. En tout cas, vous allez voir que dans le tome 2, parce qu'il y a un deuxième tome de 900 pages qui arrive, il y a la deuxième partie du visage avec il y a des lunettes, comme ça, deux lunettes, une dans le tome 1, une dans le tome 2. Et, Ouais. et bon. Mais c'est vrai que, parler de peur et d'angoisse sans faire peur et sans créer de l'angoisse, c'est difficile aussi. Et nous avons, parce que justement, j'ai essayé de construire ce livre avec, tout d'abord, il y a un cheminement logique qui est de comprendre les choses avant de pouvoir les traiter, mais aussi que chaque chapitre puisse être lu par lui-même indépendamment, qu'il soit presque un livre en soi et qui traite les thèmes, évidemment, qui s'emboîtent dans les chapitres successifs et précédents, mais qui puisse être lu en une fois, séparément, et qui puisse nous permettre d'apprendre et de travailler avec des exercices et puis aussi des petites histoires comme ça de fiction qui illustrent le propos pour peut-être nous plonger dans des scénarios hypothétiques. Et ces personnages que l'on retrouve d'un chapitre à l'autre et qu'on retrouvera dans le tome 2 permettent de lier, d'avoir en soi une petite histoire un peu rigolote. Ça me permet aussi de pousser un peu leur réflexion sur des sujets peut-être plus difficiles. Mais en revanche, dans le corps du texte, j'essaye aussi de manière légère de traiter des sujets qui sont très lourds pour la plupart des gens, parce que ce que je me suis aussi rendu compte en écrivant ce livre, c'est que si moi j'ai une approche qui est relativement peu anxieuse de toute cette problématique, ben, il y a des gens qui sont dans une anxiété déjà chronique, voire avec des phobies et qui ont des soucis, hein, vraiment qui sont débilitants en termes de fonctionnement quotidien, qui ne sont plus fonctionnels parce qu'ils ont trop peur, ils ne sont plus fonctionnels parce qu'ils ont trop d'angoisse. Et donc, ça, on en parlera plus dans le tome 2, mais certainement, je ne peux pas traiter ce sujet à la légère. C'est trop grave pour beaucoup de gens, et c'est trop grave de manière très subtile pour l'immense majorité d'entre nous, bien qu'on ne s'en rende pas toujours compte. Parce que nous sommes, comme je disais précédemment, nous sommes de plus en plus manipulés par la peur. Alors, dans le marketing, vous parliez de marketing, c'est évident que la peur fait vendre. Achetez ce produit si vous ne voulez pas mourir. Ça fait vendre, objectivement. Les données le montrent. En plus, il faut ajouter un élément qui plaide pas en votre faveur dans cette idée-là, c'est que le livre est préfacé par Laurent Berton. Et en fait, on sait que Laurent Berton, c'est pas un gars qui écrit les romans de l'été feel good, quoi. Quand on lit sa trilogie Guérilla, voilà. Donc, ça peut encore amener encore cette idée-là. Ça peut un peu affirmer encore ça en se disant, on a vraiment peur. En plus, c'est Laurent Berton qui fait la préface, voilà, quoi.
Et Ah, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, quelque part. C'est intéressant. je sais pas, en tout cas, c'est un excellent auteur, je trouve, Mhm. et il m'a fait cet honneur et ce plaisir d'écrire une préface, parce que il se rend compte, je crois, lui aussi, qu'il écrive des scénarios plutôt apocalyptiques, lui aussi, ou que l'on décrive la réalité, nous avons de plus en plus des peurs tous les jours. Alors, là aussi, c'est important de faire un pas en arrière et de se dire, d'abord, la peur a été avec nous tout le temps. Et l'anxiété, qui est une forme de peur de quelque chose qui pourrait arriver, est consubstantielle de notre cerveau humain qui est capable de se projeter dans l'avenir. Et pas tous les animaux sont capables de faire ça. Et donc, c'est un peu le prix à payer pour être humain. Et l'instinct de peur simple, de base, c'est que nous avons un danger, nous avons donc une réaction réflexe à ce danger qui peut prendre plusieurs formes selon les circonstances, selon qui nous sommes et même selon comment nous sommes câblés, comment nous avons été formés, quel traumatisme nous avons déjà vécu dans le passé, etc. Donc il y a une complexité assez grande que j'essaie de simplifier pour que finalement on se rende compte lorsqu'on a peur, les symptômes que ces symptômes puissent être reconnus pour qu'à ce moment-là, de manière consciente, nous puissions agir. Parce qu'il y a parfois des peurs, c'est pour ça que je dis la peur est notre amie, qui sont extrêmement utiles. Elles nous empêchent le vertige, qui est une forme de peur, en réalité, au niveau des neurones, de la fonctionnement du cerveau. C'est la peur de la hauteur, parce que quand on tombe de 20 ou 30 mètres de haut d'un arbre, généralement, ça fait très mal. Et donc, on veut nous éviter. Et donc, on a un vertige et on a cette appréhension, alors que physiquement, on peut très bien s'approcher encore du bord d'un immeuble, d'une falaise, etc. Et pourtant, on a ce côté où on recule instinctivement. Lorsque l'on voit un animal féroce, normalement, nous sommes câblés pour avoir peur et reculer, ou fuir, ou combattre, ou se figer en espérant qu'il ne nous remarque pas. Et cet instinct qui nous aide, et en fait, on utilise cette émotion que nous avons tous pour vendre, comme je disais tout à l'heure, et de plus en plus pour, et c'est pas nouveau, pour nous proposer, par exemple, des solutions politiques à des problèmes. Et même si ces problèmes sont créés pour justement nous faire peur. C'est un peu par exemple, il y a de ça, mais j'aime bien prendre l'exemple, par exemple, de Jules César, qui est arrivé jusqu'en Belgique, mais qui a conquis la Gaule pour Rome à l'époque, pour proposer de lever les fonds pour les légions qui allaient faire ce travail avec lui, sous son commandement. Il a dépeint, c'est documenté, on le sait très très bien, il a fait une campagne de marketing sur la population de Rome avant qu'il se lance dans cette aventure, en expliquant que les Gaulois étaient très dangereux et que c'était une menace. Et donc, il disait, attention, ils vont revenir, ils vont nous envahir, ils vont nous mettre en esclavage, ils vont nous piller, etc. Donc, il a suscité une crainte et il s'est proposé comme solution. Eh bien, moi, je propose de lever des légions et je vais aller vous défendre, je vais aller m'occuper. En l'occurrence, c'était les Helvètes qui allaient traverser la Saône et qui allaient déstabiliser la Gaule. Donc, il a mis en scène une situation angoissante pour amener une solution. Cette solution a été de massacrer, mettre en esclavage les populations ennemies, etc. Et de se faire beaucoup d'argent au passage. Et aujourd'hui, si on remonte donc 2000 ans vers le présent, on a depuis longtemps l'ennemi interne, l'ennemi externe, des subversifs qui ont été utilisés pendant des siècles pour nous expliquer qu'il faut faire confiance à tel parti, telle dictature, tel président, telle politique, faites-moi confiance. Mais jusqu'à récemment, ça fonctionnait encore dans une sorte de symbiose où la population accordait sa confiance, notamment dans les pays démocratiques, à un pouvoir qui, certes, jouait un petit peu avec la peur, avec les craintes, mais qui s'efforçait quand même d'apporter des solutions de prospérité et de sécurité, parce que sinon, il allait dégager. Mais là, on voit qu'on est passé à un autre niveau depuis une trentaine d'années avec la guerre contre le terrorisme, avec les pandémies, avec la crise économique, où on essaye de nous faire peur de plus en plus, mais sans nous donner des solutions. On nous demande un asservissement, une obéissance totale. Et ça nous rappelle les régimes totalitaires
mais en pire, parce qu'on ne nous propose rien pour notre grandeur. On ne nous explique pas qu'on va avoir un grand empire, qu'on va avoir de la prospérité pour le lendemain, des choses qui pourraient compenser un peu les sacrifices. Non, aujourd'hui, on dit non, si tu veux mourir, si tu veux pas mourir, tu vas obéir à tout ce qu'on te dit de faire, à toutes les injections, à toutes les injonctions, à tous les sacrifices, à toutes les taxes. Et on sent qu'il y a une dérive vers l'utilisation de la peur qui est extrêmement forte. Mais est-ce que vous diriez que celui qui vous fait peur vous manipule? Il peut manipuler. Ça ne veut pas dire que le lion dans la savane, il fait peur parce qu'il fait peur. C'est pas une manipulation. Mais en revanche, Je parle de relations humaines, hein, forcément. Dans les relations humaines, quand l'objet de la peur est réel, c'est un vrai danger, nous avons raison d'avoir peur. Mais il faut aussi réfléchir à pourquoi et comment cette peur et cet objet qui fait peur a été mis en place. Par exemple, lorsqu'on nous dit il y a une pandémie, il y a un virus, c'est légitime d'avoir peur parce que les maladies existent, les virus existent et certains tuent. Et dans l'histoire, il y a eu des maladies qui ont tué beaucoup. Et donc, c'est légitime de se méfier. C'est légitime Mais de là, ensuite, à obéir à tout ce qu'on nous raconte sans objectivité et sans faire le travail rationnel, justement, et de n'être que dans l'émotion et de se dire quoi qu'on me dise, quoi qu'on me demande de faire, je vais obéir parce que j'ai trop peur, eh bien là, on rentre dans la manipulation. Alors que cette manipulation soit volontairement pour nous faire du mal ou négligente ou pour des raisons de gain, ça dépend des scénarios, ça dépend des situations. Moi, j'ai ma petite idée sur ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Mais enfin, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le mécanisme parce que la crise de demain ou d'après-demain, où on aura peur de la guerre nucléaire, par exemple, de l'invasion de la Russie ou du coup d'État que le roi de Belgique va faire pour, je ne sais pas, chasser les Wallons ou quelque chose comme ça, eh bien, on pourra analyser. Là, j'invente, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Nos auditeurs imagineront le scénario de leur choix et de leur préférence. Ça va nous permettre, on va ressentir la peur parce que les médias, l'environnement va nous dire attention, il se passe ceci, cela, cela. Donc nous allons ressentir les symptômes de la peur, mais parce qu'on pourra les reconnaître, parce qu'on a un petit peu travaillé dessus, on va pouvoir se dire stop et utiliser notre cerveau, qui est quand même assez utile, hein, pour se dire ah, là il se passe quelque chose et de commencer l'analyse. Et cette analyse, elle est vaste puisqu'il y a beaucoup de sujets. Mais voilà, l'idée, c'est d'apporter un peu de sérénité dans l'émotion qui peut être... Justement, vous parlez d'émotion, c'est ça qui m'intéresse, parce que vous avez utilisé le mot de rationalité. Donc, ce que vous proposez, c'est une technique on va regarder, ok, prenons peur, il y a quelque chose qui arrive, mais après, prenons le temps d'y réfléchir. Or, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et même les gens les plus intelligents, ne sont jamais guidés par la rationalité, mais plutôt par l'émotionnel, qui est guidé à travers la télévision et autres, et que des gens qu'on aurait pris pour des gens tout à fait rationnels, on a vu des grands médecins tomber dans tous les pièges qui leur étaient donnés. Donc vous, un peu comment vous le voyez, cette dichotomie? Est-ce que réellement, en fait, l'être humain est un être rationnel? Mais en fait, ça rejoint un des principes de la manipulation, à savoir remplacer la réflexion par l'émotionnel. C'est un grand classique de tout temps. Ça marche Oui, bien. l'être humain est à la fois un animal et à la fois autre chose. Et il fonctionne à la fois par instinct, à la fois par émotion, mais aussi par la raison. Et c'est cet équilibre qui est complexe, qui est difficile, et qui le rend manipulable. Si nous étions tous issus de la planète Vulcain, pour ceux qui connaissent le Dr Spock dans Star Trek, eh bien, ce sont des créatures, on a imaginé dans cette série des créatures qui ne fonctionnent que par la logique. Alors, je ne sais pas s'ils sont des femmes, d'ailleurs, dans leur culture. Enfin, bref, ils réfléchissent que par la logique. Mais en tout cas, ce n'est pas notre cas, ce n'est pas le cas des humains. Nous sommes manipulables, nous avons des émotions, nous avons des réactions instinctives, et donc, bien sûr que nous sommes manipulables, bien sûr que nous ne sommes pas absolument rationnels. Et c'est pour ça que nous avons besoin, parce qu'en réalité, il y a une terreur fondamentale de l'inconnu qui est toujours là, qui est toujours présent.
nous ne savons pas vraiment comment le monde fonctionne. Même la science qui essaie de nous donner des explications, elle a ses limites et on peut les repousser, il y aura toujours des limites. Et donc, on a besoin en fait de croyances. Et la croyance, c'est que par exemple, je m'endors le soir dans le noir, mais je me réveillerai demain matin. C'est une croyance qui est basée sur une expérience qui prouve que, en général, c'est le cas. Et un autre type de croyance, c'est de dire le monde est très compliqué et je crois dans une explication qui m'est donnée par un livre sacré qui a plusieurs milliers d'années, plusieurs siècles, qui est donné par une organisation qui date aussi de plusieurs milliers d'années, qui donne des explications qui sont plus ou moins cohérentes, plus ou moins crédibles, mais on décide d'y croire. Ou de dire, ben voilà, l'État veut notre bien. C'est une croyance. Qu'on va ensuite, il y a des périodes où on a envie d'y croire, des périodes où on a moins envie d'y croire. Et donc, on va jouer avec ça en tant qu'être humain. Parce que ça nous rassure et parce que ça nous rend prédictible l'avenir. Nous avons besoin de savoir que, voilà, on va se réveiller demain matin. Après, on met en place des rituels. Le soir, avant de se coucher, subtilement, on va faire toujours la même chose. On va se brosser les dents d'une certaine manière, on va faire ce qu'on doit faire avant ou pas, etc. Chacun a son rituel parce que le rituel répété devient une garantie dans une croyance qu'on se réveillera le lendemain matin. C'est un exemple très simple, mais qui est tout à fait réel. Et donc, dans la vie de tous les jours, on croit que la matière, elle est solide parce que de fait, de manière empirique, on la voit. La physique nous explique que non, la matière n'est pas solide en réalité. Mais de manière empirique, on le sait. Donc, quand on met un pas chaque matin en marchant l'un devant l'autre, on est sur du solide et on n'y pense pas. Si on devait réfléchir avec notre raison sans arrêt sur toutes les choses qui, en réalité, nous avons acquises justement par cette croyance, qui est souvent basée sur de l'empirique, on se réveille le lendemain matin, la matière est dure, en tout cas, on la sent dure à notre niveau. Et donc, ça nous permet de vivre de manière sans devenir fou. Et donc, ça, malheureusement, le défaut de ce cerveau humain qui est à la fois instinctif, émotionnel et rationnel, c'est que parfois on peut être convaincu par la raison. On peut nous expliquer que tel produit est vraiment bien parce que il a ces fonctionnalités-là et il a cette utilité précisément. Mais parfois on nous dit, tu sais, si tu as cette belle voiture, tu auras une jolie femme un jour. Ça n'est absolument pas rationnel, mais c'est quelque chose que l'on voit dans le marketing des voitures de sport, par exemple. De même, le politicien va dire la crise est terrible et moi, je suis le seul à avoir des solutions pour que demain, vous ne soyez pas au chômage, pauvre, voire malade ou mort. Et on a une propension à croire parce que notre instinct va réagir à peut-être sa cravate ou son regard ou comment il a utilisé les mots qu'il a utilisés pour nous manipuler, il ou elle. Et c'est pas nouveau. C'est comme ça. Et il y a toujours une part des gens qui tombent dans la crédulité, dans le piège, que ce soit une religion, une secte, un politicien ou même des concepts de vente. On achète parce que ça l'a plus blanc que blanc, parce que on nous l'a montré à la télévision. Alors, les choses ne sont plus aussi faciles que dans le passé. Dans le passé, on nous disait achète ce truc parce qu'on l'a vu à la télé. Et les gens se disaient si on l'a vu à la télé, alors je vais l'acheter. Bon, aujourd'hui, ça ne marche plus. C'était du marketing il y a 30 ans, 40 ans, ou alors des quotients intellectuels assez bas. Mais il y a toujours cette utilisation de l'émotion pour nous manipuler. Ça fait partie de l'être humain et à nous de choisir dans quoi on croit. Et c'est tout un vrai travail. C'est pour ça que je parle dans le livre de religion, de croyances, de schémas mentaux qui font que l'on a plutôt tendance à croire certaines choses plutôt que d'autres. C'est tout un travail complexe. Et encore une fois, la croyance n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est utile. Et donc, dans certaines circonstances, c'est très, très utile d'être, par exemple, un croyant religieux. Ça va nous éviter énormément de problèmes. Mais ça nous en amène d'autres. Donc, c'est à nous de réfléchir, en fait, à notre vie et comment on la mène et comment on se fait mener ou pas par qui nous manipule. Mais alors, on peut résumer en disant que toutes les formes de peur, il y a les peurs légitimes dont vous avez parlé précédemment, mais toutes les peurs dites irrationnelles sont toujours une affaire de croyance finalement. Puisqu'on interprète quelque chose qui n'existe pas forcément.
C'est le résumé de la chose, sur la peur en général. Oui, même la plupart des scientifiques, souvent, quand on discute avec eux, partent de certains principes auxquels ils croient et ils essayent, quand ils font bien leur travail, de se souvenir, de remettre en question leurs croyances. Mais nous fonctionnons tous avec des croyances. Même celui qui dit « je crois dans le fait que le carbone et l'oxygène, un carbone et deux atomes d'oxygène vont se combiner pour faire une molécule d'eau », peut-être que de temps en temps, ils doivent se remettre en question, en se disant « mais est-ce que c'est vraiment vrai ?» Parce que je l'ai appris à l'université, je l'ai même appris à l'école, etc. Je le vois au microscope, ah bon, c'est vrai, ok, on passe à autre chose. On a besoin de valider régulièrement un petit peu nos croyances. Et c'est vrai que ces dernières années, la croyance de l'État veut notre bien a été sacrément remis en cause pour beaucoup de gens. Et c'est salutaire, c'est important de remettre en question nos croyances, de repartir sur des bases. Moi-même, je veux dire, je suis passé par, maintenant j'ai 50 ans, j'ai passé par plus de 35 ans, voire 40 ans d'incrédulité religieuse, parce que je disais, ouais, non, c'est des conneries, on nous manipule, c'est n'importe quoi. Et finalement, petit à petit, j'y reviens parce que c'est utile, parce que c'est sain, parce que ça nous protège de certaines attaques et de certaines manipulations, de certaines dérives sociétales. Alors voilà, j'aurais mieux fait de rester croyant peut-être quand j'avais 10 ans ou 12 ans. Mais voilà, c'est un travail que j'ai dû faire par la réflexion. Donc voilà, je suis peut-être moins intelligent que la plupart des croyants en fait. Vous y êtes revenu plus par utilité que par conviction. Ouais, je pense que c'est ça le Hein? processus pour moi. Parce que Ah ça oui. me. Alors, c'est pas. Alors, je ne peux pas dire que je suis croyant, mais je suis adepte, si on veut. Parce que C'est intéressant comme spiritualité. Hein? Ouais, Ouais, on ne pourrait que vous donner raison, puisque il y a des études qui ont été faites et qui expliquaient que les gens qui étaient croyants ou qui croyaient en Dieu avaient une espérance de vie plus conséquente que les autres. Donc il y a quand même quelque chose. Et puis de toute façon, le cerveau nous joue des tours. C'est-à-dire que la croyance, si vous croyez que le gars en face de vous est quelqu'un de confiance parce qu'il a une blouse blanche et qui vous donne les bons conseils, alors que c'est pas le cas, vous avez des possibilités de guérir. Donc il y a quand même notre cerveau nous joue des tours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on croit quelque chose, eh bien, on peut en tirer des choses bénéfiques. Donc il est vrai que d'un point de vue purement rationnel, pour revenir à votre rationalité, peut-être qu'il est préférable de croire. Donc on ne peut que conseiller aux gens de croire, mais avant de croire, de lire le livre de Piero San Giorgio, donc Ce livre à la peur, en attendant le numéro 2 qui, j'espère à titre personnel, sera un peu moins épais quand même, parce que c'est du travail quand même. Je crains que je vais vous décevoir. Ah bon? Mais ce sera différent. Et c'est le 2, je suis en train de terminer. Autant le premier, si on veut reprendre la structure, il commence par l'explication de ce qu'est la peur, comment elle fonctionne, comment on détermine, comment on décèle ses symptômes et comment on la gère en point de vue philosophique, par exemple sur des réflexions sur l'aspect spiritualité, l'aspect religieux, aussi l'aspect connaissance de soi. De là, on détermine, et tout ça avec des exercices qui nous poussent un petit peu dans nos retranchements, qui nous poussent parfois de manière difficile à nous remettre en question et qui nous amènent à nous poser des questions sur, une fois qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, comment on agit. Par exemple, j'ai un chapitre que j'aime beaucoup sur le bien et le mal. Quand on a réussi à comprendre comment on fonctionne, comment on se constitue une éthique personnelle, et qu'on a déterminé ce qui est bien et ce qui est mal, on est très, très difficile à manipuler. C'est un peu comme quelqu'un qui est très religieux, parce que la religion, elle donne une liste de ce qui est bien et ce qui est mal, et donc ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, etc. Ça simplifie énormément la vie. Hein. Et donc, ça va être très difficile de te dire non, mais vas-y dans la rue, fais ces pratiques de telle et telle manière, tu vas voir, c'est bien. Non, toi, tu sais que non. Et donc, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas stressé. Et si on te dit, mais si tu ne fais pas comme on dit de faire, on va te mettre dans un goulag. Et toi, tu te dis, je m'en fous. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui n'est pas bien. Le goulag, pour moi, ça n'a aucune importance. Alors que celui qui a peur du goulag, il aura peur du goulag. Prendre un exemple. Et donc, ça donne une sacrée force. Et puis de là, on arrive à la compréhension de comment on peut vivre
en étant un surhomme, au sens nietzschéen, hein, pas au sens allemand de la Deuxième Guerre mondiale, hein, on est d'accord. Et par exemple, comment on peut avoir une vie de héros. Et ça clôture, et donc le premier livre peut se lire en entier. Mais il manque beaucoup d'éléments de gestion à la peur que je traite dans le deuxième livre. Par exemple, comment on gère le stress qui nous crée de la peur. Ou par exemple, comment on va gérer tout l'aspect hormonal lié à ce qu'on nous injecte, volontairement ou non, médicalement ou par la nourriture, et qui va modifier notre corps, notre esprit, notre système hormonal. Et puis, on a une gestion physique de la peur. Si vous êtes angoissé, peu importe que vous ayez fait de la philosophie sur l'existence de Dieu, de l'univers, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, vous respirez. Et vous piratez votre physiologie, parce que la peur augmente, par exemple, notre capacité à pomper du sang dans le corps par l'accélération du rythme cardiaque, par le fait que le sang va se concentrer dans nos organes moteurs et nos organes principaux, donc les muscles des jambes, les muscles thoraciques, le foie, le cœur, les poumons, etc., le cerveau. Et donc, on peut inverser cette réaction de peur par la respiration abdominale, thoracique, etc. On va tout d'un coup se calmer, et c'est quelque chose qu'on apprend dans les arts martiaux, qu'on apprend au combat, etc. Et donc, j'ai une grosse partie du livre qui va être beaucoup plus physique. Nutrition, jeûne, sommeil, respiration, méditation, yoga. Alors, on ne m'attendra pas sur ces sujets-là, je peux vous dire. Mais c'est tout à fait d'importance. Et donc, c'est un livre, le tome 2, qui va être beaucoup plus sur la gestion physique et qui nous apprendra ensuite à devenir antifragile. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que, non seulement quand il y a une crise, on ne la subisse pas avec peur et angoisse, mais qu'en plus, on se renforce. Donc voilà, c'est tout un programme d'action. Et ces deux approches, une approche plus de compréhension de soi, de philosophie, et une approche plus physique et plus d'action, eh bien, elles vont s'emboîter, et ces deux livres ensemble, malgré leurs 1800 pages au total, vont nous rendre des hommes plus forts et des femmes plus fortes, meilleures et plus aptes à naviguer le monde très difficile dans lequel on rentre. Ce qui peut aussi surprendre, c'est qu'en fait, la construction de cet ouvrage, et du prochain certainement, c'est très structuré, c'est très carré, c'est réfléchi, c'est élaboré, ça commence quelque part, ça va quelque part, enfin, c'est très bien. Et en parallèle de ça, on a, c'est peut-être un trait de votre personnalité, vous avez un côté assez taquin, souvent, et ce qui fait qu'il y a plein de paradoxes dans ce livre par moment. Alors, au-delà du fait qu'il y a des petites histoires qui sont toujours très amusantes, puisque tous les terroristes, les violeurs, les voleurs, en général, viennent des pays du Nord, ils sont danois ou finlandais, etc. Ils ont tous des noms, voilà, du Nord, voilà. Et les prisonniers prient Odin 5 fois par jour, etc. Donc on sent, voilà, que c'est une bonne réalité. Et vous faites ça assez régulièrement, c'est assez, ça peut dérouter aussi le lecteur. Il y a un autre gros exemple là, qui est assez spectaculaire, c'est que vous faites les profils psychologiques et vous faites votre profil psychologique, où vous êtes assez sur la confidence, où vous parlez de vous-même, votre intimité, vous parlez de vos rapports avec vos parents, avec votre père en l'occurrence. Et 2 pages plus tard, on a votre journée idéale, que je ne citerai pas ici, mais pour idée, elle est interdite d'au moins 18 ans. Et on a toujours cette espèce d'aller-retour comme ça, alors peut-être qu'il vous amuse, j'en doute pas, et c'est très amusant, mais qui peut peut-être dérouter le lecteur, mais en même temps, c'est l'être humain, il y a le paradoxe, et vous-même, vous avez parfois eu des déclarations, des choses qui pourraient être assez paradoxales ou qui pourraient porter la polémique, vous êtes revenu ou pas dessus, et ça a laissé des flous, et on peut avoir des images, des étiquettes sur les gens, ou des idées sur vous qui peuvent faire... Et on dirait que vous y prenez un malin plaisir, sans forcément y revenir ou le corriger, quoi. La réponse est oui. Votre honneur, la réponse est oui. Je suis taquin, j'aime provoquer, parce que, en fait, il y a 2 motivations fondamentales à mon esprit taquin, mon esprit provoquant. Le premier, c'est que je veux du retour. Le premier, c'est que j'adore quand quelqu'un me dit « Tu as dit ça, je ne suis pas d'accord, voici pourquoi, tac, tac, tac ». Et là, j'aime bien parce que soit ça me permet d'apprendre, soit ça me permet d'interagir et d'avoir voilà, des nouvelles idées. La deuxième raison, c'est parce que c'est en choquant les gens qu'on les fait bouger. Alors on en perd peut-être quelques-uns et on en choque quelques-uns de manière trop forte et qu'on les perd. On les perd en route. Finalement, ils disent « Ah non, cet auteur, il est con, j'arrête de lire ses livres. »
bon, c'est un risque. En revanche, mon objectif, c'est pas juste d'écrire des livres pour me faire plaisir. Bien que je me fais beaucoup plaisir, comme effectivement vous le dites, parfois des petites révélations comme ça, et parfois j'ai aussi du plaisir à faire de la provocation. Mais lorsque les gens sont choqués dans l'action et choqués dans la réflexion, ça me permet peut-être d'avoir le résultat qu'ils vont faire quelque chose après. Parce que les livres que j'écris ne sont pas faits pour être lus, pour divertir. C'est comme mon canal sur Patreon, sur YouTube ou dans les... Voilà, moi, c'est très bien que les gens me suivent, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils agissent. Est-ce qu'ils agissent en connaissance de notions intéressantes? Oui, non. Est-ce qu'ils agissent parce que on joue avec eux, on joue un petit peu aussi avec leurs émotions et qu'on les pousse à dire, mais remets en question ta vie. Est-ce que ta vie, c'est de bosser jusqu'à 65 ans, puis ensuite de crever gentiment un petit feu? Ça, c'est pour notre génération. La génération de nos parents, eux, ils sont en croisière toute l'année. Ils sont 14 croisières par année. Mais enfin bon. Et donc est-ce que c'est ça la vie? Ou est-ce qu'on a d'autres ambitions, d'autres choses qui peuvent nous faire grandir? Et donc, je veux bouger les gens, je veux les choquer. Et en plus, je dirais que je n'ai pas le choix parce que je suis comme ça. Je n'arrive pas à changer. Parfois, on me dit, va dans cet endroit et il y a surtout un truc que tu ne vas pas faire, c'est la ramène pas, fais pas ton truc. Et évidemment, j'y vais et je taquine tout de suite. Et voilà. C'est comme ça, c'est plus fort que moi. Je suis un esprit un peu taquin, un esprit libre. Et donc, après, les étiquettes, hein, comme dirait l'autre, c'est pour les pots de confiture. Hein. Si on veut mettre une étiquette, qu'on me la mette, c'est pas grave. Et puis, les choses que j'ai dites, il y a des choses que je persiste à dire et d'autres que j'ai changées, et etc. Et d'autres qui sont mal comprises parce que je ne dis pas que je suis parfait hein, dans mon expression, dans mon utilisation du chocage. Parfois, je me plante, comme beaucoup, ça arrive. Ben vous me tendez la perche pour justement remettre les points sur les i, sur certaines de vos citations. Parce que nous, si vous voulez, quand on vous a reçu à Bruxelles, certains nous ont dit mais vous allez recevoir un horrible Waffen-SS, un suprémaciste de droite, un agent du Mossad, ça on l'a eu aussi. Donc nous allons parler de tout ça et on va commencer par une phrase assez croustillante que vous avez dite. C'était concernant les handicapés, qui a fait le tour de la toile, hein, où vous dites on sauve les malades, les handicapés, ça donne bonne conscience. Mais c'est comme ça qu'on détruit une civilisation. Le nôtre, des Européens, c'est d'être un Waffen-SS, l'ancien, un conquistador, etc. Bon, dire cette phrase, c'est assez provocateur. Vous l'avez tronqué, là, de nouveau. Ah ben c'est la citation qu'on lit sur Wikipédia. Alors moi je fais confiance à Wikipédia. Voilà, c'est ça de faire confiance. Non mais justement, je fais exprès de la citer telle quelle pour que justement vous puissiez revenir dessus et dire qu'est-ce qui a été tronqué et qu'est-ce qu'on a retiré et qu'est-ce que vous vouliez dire par là. C'est plus que taquin là quand même. Hein. Oui, c'est le taquin qui taquine ou le taquin qui se fait taquiner. Alors effectivement, Wikipédia a cette manie de mentir, hein, de raconter des salades et d'empêcher de rectifier d'ailleurs de manière très, très bizarre. La phrase, en l'occurrence, alors de mémoire, parce que ça date maintenant déjà de 2016 peut-être, ça va faire là aussi 8 ans. Dans un entretien, j'explique, alors la première, j'explique qu'une civilisation doit être combative, en fait. Et pour pouvoir continuer à progresser au sens, mon avis personnel du progrès, qui n'est pas une société bisounours, c'est une société qui doit rester sur des valeurs éthiques, eh bien, je prenais cet exemple parce qu'on en avait discuté dans le contexte de cette discussion, des énormes budgets passés dans les villes comme ici en Suisse pour que les trottoirs, par exemple, soient plus faciles d'accès pour les personnes en chaise roulante, etc. Ce qui est bien. Objectivement, ça donne bonne conscience. C'est bien ce que je dis dans la phrase. Mais que la priorité sur les minorités, fussent-elles handicapées, et fussent-elles... je veux dire, les handicapés ne font rien de mal. Ils n'ont pas... Je suis moi-même ancien prof de ski handicap et membre à vie de l'Association suisse pour les paraplégiques. Donc, je ne peux pas dire que je ne les aime pas.
j'ai tout à fait une empathie et de la compassion pour nos amis handicapés. Mais la société ne doit pas tourner autour. La société doit tourner autour des élites efficaces, à mon avis. Et ça fait mal à entendre de se sentir exclu des élites efficaces, mais les petits pourcentages de gens ne doivent pas être au cœur de la société. La société ne doit pas être cruelle envers eux. On ne doit pas faire des trottoirs de 30 cm exprès pour les emmerder. Mais utilisons les choses pour peut-être des choses essentielles et importantes plutôt que de s'endetter à mort, parce que tout ça, ça coûte des endettements de dingue accumulés. Oui, mais l'aide aux minorités par-ci, les trans par-là, les handicapés à la fin, voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je disais la chose. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi. Hein. On peut totalement dire, mais non, t'es con, les handicapés, c'est important parce que il y a les handicapés que je connais bien, donc par exemple en paraplégie ou en tétraplégie, c'est pas de leur faute, ils ont eu un accident, etc. J'ai jamais dit que c'est de leur faute. Et que voilà, et d'autres, c'est des handicapés mentaux, et puis les trisomiques, et puis machin. C'est pas mon monde, hein, en plus, mais voilà. Mais quand vous dites que ça détruit une civilisation, justement, la civilisation, elle n'est pas à un moment, donc elle dompte ce qu'elle a de plus sauvage, si vous voulez, pour le dompter et le magnifier. Je ne sais pas si ça se dit, c'est peut-être un néologisme, mais que justement, la protection des personnes les plus faibles, c'est aussi quelque chose de la chevalerie, si vous voulez. Les hommes les plus nobles vont protéger les plus faibles, la veuve et l'orpheline, l'handicapé. Vous ne pensez pas aussi qu'il y a aussi ça dans une civilisation? Et en fait, ce qui choque aussi, c'est que derrière, vous dites que... Alors, deuxième phrase. Cela dit, c'est votre avis. Oui, non, mais je vous pose la question. Moi. Et certains, je crois, je ne sais plus qui, je crois que c'est Churchill qui avait dit on juge une civilisation à la manière dont elle traite ses plus faibles. Il a dit beaucoup de conneries, à mon avis. Mais vous avez le droit de penser. Et si ça se trouve, c'est vous qui avez raison et moi qui ai tort. Sur la deuxième, c'est pas du tout la même phrase, mais c'est dans le même entretien. C'est une phrase tout à fait pas du tout au même endroit. J'ai expliqué que face aux crises, et c'est là où c'est dommage que cette phrase est tronquée, elle est beaucoup plus intéressante que l'autre. Parce qu'autant je peux concéder sur la phrase sur les handicapés en disant ouais, bon, c'est pas mon cheval de bataille. S'il faut concéder quelque chose, là, je concède. Mais sur celle-ci, je ne concède pas. Une société qui va mal, et je pense qu'on entre dans des sociétés qui vont mal, va révéler chez la population ses instincts les plus guerriers. On l'a vu en Angleterre ces derniers mois, ces dernières semaines. Et c'est le tout début d'un processus. Et je mentionnais que toutes les civilisations, elles ont un fond de violence. J'ai mentionné dans cette phrase, à la fin, par exemple, les samouraïs au Japon. Ce n'est pas exactement des gens pacifiques, et ils sont aussi capables de poésie, etc. Et donc, dans cette phrase, je disais, les Européens, poussés à bout, vont redevenir les combattants violents qu'ils ont été. Et je donnais quelques exemples. Les légionnaires, je ne me souviens plus exactement lesquels, mais alors, au grand malheur, j'ai mentionné les Waffen-SS. Alors, c'est les gens qui n'aiment pas ça, alors visiblement, ce sont des négationnistes, parce que visiblement, ils pensent que les Waffen-SS ne doivent pas être inclus dans les gens violents. Alors, moi, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, si on les mentionne en mal, puisqu'on parle de violence et que la plupart des gens n'aiment pas la violence, eh bien, à ce moment-là, il faudrait me faire des éloges, puisque je dénonce la violence des Waffen-SS. Mais je ne dis pas que... Je dis, poussés à bout, les Européens vont redevenir violents comme ils l'ont été, par exemple, les lance-quenets, les Waffen-SS, les grognards et d'autres. Mais je ne dis pas qu'il faut. C'est une grosse nuance. Moi, je suis très content d'être dans un monde pacifique. Moi, j'aime bien la paix. C'est sympa. Mais il faut voir en Ukraine comment c'est le monde violent en ce moment. Et donc voilà. Alors après, pourquoi est-ce qu'on cherche la petite graine? C'est parce que à ce moment-là, quand j'ai fait cet entretien, j'avais été embauché par un politicien de droite en Suisse pour faire du conseil et que donc on a utilisé ces propos sortis de leur contexte, voire tronqués, pour l'attaquer en disant, vous voyez, vous embauchez des gens qui sont violents, qui n'aiment pas les handicapés, etc. Bon, ben voilà, ça fait partie de la guerre médiatique et le truc, c'est que Wikipédia devient une source de citation pour gauchistes en réalité. C'est-à-dire que si un journaliste stagiaire fait un article qui vous diffame,
automatiquement, ça devient une source solide et impossible à changer sur Wikipédia. Et il faut, à ce moment-là, faire un procès en diffamation contre... Et encore, ce n'est pas sûr que ça va faire changer parce qu'ils diront « c'est l'avis de ce journaliste et donc on le garde ». Et comme j'ai autre chose à faire que de m'occuper des articles, voire de ce que les gens pensent de moi du tout, c'est, voilà, simplement, vous me posez la question poliment, je l'explique. J'ai déjà expliqué cette chose plusieurs fois. Et voilà, celle-là, je la garde comme phrase. Celle sur les handicapés, bon, je peux encore dire, c'est pas mon combat. Ok, C'est très bien. bien. Olympique. Non, mais vous avez tout à fait raison de le dire sur Wikipédia, puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont dénoncé avant vous. Notamment, il me semble que c'est Idriss Aberkan qui fait toute une démonstration du fait que lui-même, quand il demande à changer son profil, etc., ça n'est pas fait, et puis que c'est à chaque coup réutilisé par tous les médias pour salir une personne avec laquelle on ne serait pas d'accord. Donc là, je ne peux que vous donner raison. Maintenant, vous êtes aussi un agent du Mossad, paraîtrait-il. Et je dois dire que j'ai vu une vidéo qui date aussi, et qui était assez impressionnante, puisque là, vous êtes habillé d'un super t-shirt de l'armée de Tsahal, et vous nous expliquez à quel point Tsahal a raison, que de toute manière, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, qu'ils ont l'armée, enfin qu'ils sont forts, et que de toute façon, ils ont raison d'utiliser cette force. Or que, finalement, vous êtes, il me semble, dites-moi si je ne me trompe pas, mais je pourrais vous considérer comme un nationaliste suisse, c'est-à-dire quelqu'un qui défend sa nation, sa patrie, si vous préférez, un patriote suisse. Mais si on... fait est de constater que le Palestinien, en fait, ne fait qu'être un nationaliste ou un patriote palestinien qui défend sa terre. Et donc, il est en totale légitimité. C'est-à-dire que comment vous faites pour naviguer entre je comprends l'Israélien et il est fort, il doit abuser de cette force, mais le Palestinien qui est là depuis des années et qui veut défendre sa terre et reprendre sa maison, voilà, comment vous conciliez les deux et quel avait été le but de cette vidéo? Alors, tout d'abord, il faut dire que c'est une vidéo qui date, donc c'est bien avant, bien avant le 7 octobre et ce qui se passe aujourd'hui. Important parce que je ne dis pas que mon avis a changé, vous allez voir qu'au contraire, mon avis est... En revanche, j'admets que cette vidéo est très mal faite et qu'elle a porté à beaucoup de confusion. D'une part, au début, je me suis dit, mais les gens, ils sont trop cons, ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. Mais en fait, je l'ai mal faite. Donc, c'est moi, c'est ma faute. Alors, ce que j'expliquais dans cette vidéo, c'était, donc je me mettais en scène en tant qu'Israélien, puisque beaucoup de gens me disent, tu es agent du Mossad, bon, je ne sais pas pourquoi, alors, et que j'ai des amis et j'ai travaillé en Israël, je précise, je ne suis ni Israélien, ni Juif, ni, comment dire, enfin, c'est tout, ni Juif, ni musulman de l'autre côté, ni Palestinien, évidemment. Peut-être sioniste, peut-être que vous êtes sioniste, c'est ça? Alors, mais ça dépend ce qu'on entend par sionisme. Mais d'abord, le sionisme, il n'existe plus puisque Israël existe. Donc, je vois pas en quoi on pourrait être sioniste aujourd'hui. Mais tous les juifs n'y sont pas. Ah, moi, je suis pour que le maximum de juifs aillent en Israël. Moi, alors maintenant, c'est parce que, voilà. Mais j'ai rien contre les juifs. Au contraire, ils contribuent énormément à l'Occident et à la science et aux connaissances. Quand on écrit un livre comme le mien sur la peur, on a beaucoup d'accès à des documents scientifiques qu'il faut lire pour avoir des bonnes données. On se rend compte qu'à peu près 20% des gens ont des noms à consonance juive ou d'origine juive, visiblement. Et donc, il y a dans les sciences, même dans les sciences molles, comme dans la psychologie, c'est massif. Bon, c'est la science molle. Mais dans les sciences tout court, c'est une contribution importante. Donc, pour nous, en Occident, la présence des Juifs a été aussi extrêmement bénéfique. Donc je n'ai pas d'hostilité, ni pour les Juifs, ni pour Israël en tant que tel, à la base. Maintenant, deux choses. Alors, d'abord, sur cette vidéo. Ce que j'essaie d'expliquer, c'était, en me mettant en scène avec un t-shirt de Tsahal pour un peu faire rager les gens qui disaient « Ah, tu es un agent sioniste d'Israël, je ne sais pas quoi ». Parce que comme je ne suis pas hostile, donc forcément, je suis pour, dans la logique de certains. Eh bien, ce que j'essaie de dire, c'était les manifestations pacifiques, c'était de la merde, ça ne fonctionne pas. Si tu veux vraiment ton pays, prends-le avec la force. En gros, c'est ça que je voulais dire. Et donc, qui c'est qui dit ça? C'est un Israélien qui, en gros, se moque en disant « Vous ne serez jamais capable. Vous faites que des blabla. Vous faites des manifs. Palestine, Palestine. Mais en fait, vous n'êtes pas capable de venir buter un de nos chars.
et vous n'êtes pas capable. Sauf que le 7 octobre, ils ont été capables. Donc, je ne dis pas que j'encourageais à faire le 7 octobre, mais pour moi, le 7 octobre, ça me paraît logique. D'ailleurs, je l'ai dit, en fait, quand tu es dans une prison et que tu te révoltes, c'est normal de commettre des actes de violence qu'on peut ensuite regretter sur les civils, etc. Mais c'est compréhensible. Moi, je ne suis pas choqué par le 7 octobre. Donc, voilà, je viens d'être grillé de tous les plateaux de télé, de tous les trucs où les Esquimaux ont beaucoup d'influence. Mais en tout cas, ce que j'ai dit est très malhabile puisqu'il a été compris exactement à l'inverse par les gens. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans le conflit actuel, il est extrêmement révélateur de deux choses. La première, c'était qu'effectivement, et c'est une chose que j'ai toujours dite en revanche, hein, que les Palestiniens, tout comme les Juifs, ont droit à avoir une terre. Enfin, ont droit. Ils ont légitimement le droit d'essayer d'œuvrer pour avoir une terre. Alors comment, à la place de qui, sur où, tout ça, c'est pas moi qui vais décider. Hein. C'est pas moi si c'était moi qui décide, ce serait vite réglé. Mais ce serait aussi compliqué parce que quand deux peuples veulent la même terre, c'est très complexe. Et visiblement, ils ne sont pas capables de vivre ensemble. Donc voilà. Mais je dis aussi que c'est le plus fort. Ça, c'est quelque chose que je dis dans mes toutes premières vidéos depuis une dizaine d'années. C'est en général, quand il y a un conflit, c'est le plus fort. Si le plus fort veut la paix, c'est lui qui doit concéder. Ce n'est pas le faible. Le faible, il ne peut rien concéder, il est faible. Le faible, il peut faire ce qu'il peut. Parfois, et par exemple, lorsque l'Inde a obtenu son indépendance, après des dizaines et des dizaines d'années de volonté d'indépendance, elle l'a obtenue par la non-violence. Parce que la non-violence fonctionne avec l'Empire britannique. En tout cas, à cette époque-là. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnait avant, mais pendant le début du XXe siècle, la non-violence a fonctionné. Il y avait des journalistes qui montraient que des Indiens étaient prêts à mourir pour obtenir leur patrie, ils l'ont eu. Bon, face à Israël et la culture juive, je ne suis pas sûr que la non-violence fonctionne. Mais c'est comme ça. Donc, il va falloir un jour trouver une solution à ce truc. Aujourd'hui, on a une situation où le Premier ministre israélien Netanyahou, en fait, mène à lui tout seul ou avec quelques extrémistes autour de lui une fuite vers la guerre. La situation des Palestiniens, j'ai travaillé en Israël, et ça je l'ai toujours dit, notamment à Gaza, c'est inacceptable. On ne peut pas garder des gens dans une prison et s'attendre que ça va bien se passer, qu'ils ferment leur gueule, voire qu'ils n'agissent pas. Donc moi, si on me dit, est-ce que tu dénonces le 7 octobre, mais d'abord, je n'ai rien à dénoncer ou pas dénoncer, je ne suis pas un chef d'État ou quoi que ce soit, mais je comprends très très bien et je trouve même qu'ils ont agi de manière efficace. Maintenant, avec du recul, on se rend compte que la moitié des morts ont été faits par l'armée israélienne. Donc, des Israéliens tués le 7 octobre ont été tués, c'est de l'aveu même de l'armée israélienne. Et je remarque aussi que la population israélienne, en fait, veut la paix, la majorité, et ils sont en manifestation. Il y a quelques jours, ils étaient en grève générale, et que fondamentalement, quand on fait une guerre, il faut des objectifs. Et aujourd'hui, personne, ni en Israël ni ailleurs, comprend quels sont les objectifs du gouvernement de Netanyahou, qui n'est qu'une sorte de fuite en avant, un peu de lascar comme ça, qui ne veut pas avouer qu'il n'a pas d'idée autre que de sauver ses fesses pour ne pas aller en prison. Donc, on pourrait même ajouter une troisième analyse, qui est une analyse éthique. Qu'est-ce qu'on peut dire de populations qui sont constamment en guerre et qui ne sont pas capables de donner en échange de la paix? Tu veux faire la paix avec la Syrie? Donne un peu du Golan. Tu veux faire la paix? Pourtant, ils l'ont fait dans le passé. Ils ont donné le Sinaï, qu'ils avaient conquis, à l'Égypte contre la paix avec l'Égypte. Et cette paix, elle existe, elle est toujours là. Ils ont donné des garanties à la Jordanie. Ils sont en paix avec la Jordanie. Pourquoi ils ne sont pas capables de donner au peuple palestinien des terres, bien plus que les terres qu'il y a là? Pourquoi ils ne sont pas capables? Et tant qu'ils ne seront pas capables, il n'y aura pas de paix. Et donc, justement, si on revient au sionisme, il y a quand même l'idée du grand Israël qui n'est pas fait. Et donc, on ne peut pas dire que le sionisme ne sert plus à rien. Si on peut être sioniste oui. tout à fait légitimement et concrètement en rapport à cette idée-là, par exemple. Donc, vous pourriez être sioniste pour dans le ce grand sens. Israël, je ne suis pas pour le grand Israël. Voilà, ça ne m'intéresse pas, je ne le connais pas. D'ailleurs, la majorité des Israéliens s'en foutent complètement. D'ailleurs, la majorité des Israéliens, ils veulent juste bosser et sortir à la plage à Tel Aviv, et ils n'en ont rien à branler de la Cisjordanie, de Gaza, etc. Alors évidemment, là aussi, on revient sur mon sujet, mais
la population d'Israël est aussi gérée par la peur. Parce qu'on leur dit, attention, sirène, alarme. Pendant les 20-30 dernières années, il y a une roquette ou 2 roquettes qui ont été tirées par Gaza sur vous. Donc en fait, alors il n'y a pratiquement jamais eu de mort en Israël sur les roquettes tirées par Gaza, mais cette peur permanente fait qu'une partie de la population israélienne est plutôt soutient ce qu'on appellerait les faucons, c'est-à-dire les va-t-en-guerre, et qui serait pour une solution très violente, un peu outrecuidante, etc. Mais la structure de l'économie et de la politique, et même de la vie sociale en Israël n'est plus du tout capable, parce qu'à Jérusalem, vous avez beaucoup de gens un peu orthodoxes, un peu plus durs, mais qui ne font pas de guerre, parce qu'ils sont orthodoxes, ils ne vont pas à la guerre. Et vous avez, vous savez, on a eu ce mythe dans les années 50, 60, 70, 80, de l'armée israélienne efficace. J'y ai cru à ce mythe, et il était sans doute réel à cette époque-là. Mais aujourd'hui, la jeunesse de Tel Aviv ou de Herzliya ou de toute la côte, enfin là où la jeunesse israélienne, etc., elle est plus intéressée à aller à la plage ou à la Gay Pride de Tel Aviv, ou vivre sa vie, et de bosser, et de faire sa vie, que d'aller combattre les Palestiniens, l'Hezbollah au nord, ou que sais-je. Donc, nous ne sommes plus dans un monde... Qui, eux, sont déterminés pour le coup. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Oui, alors eux, c'est clair. Alors que l'Israélien a tout à perdre, parce que lui, il a un travail, il a une situation stable. Voilà. Mais il a l'arme nucléaire, il a des armements encore qui sont très, très... Là, visiblement, depuis une année, ils ont été utilisés de manière horrible. Enfin, même moi, je ne reste pas insensible à ce qui, en fait, 100 000 Palestiniens massacrés. Donc, ce qui me choque, justement, c'est que on a une guerre qui est horrible sans des objectifs qui la justifient. Et ces objectifs sont débiles. Enfin, en tout cas, on ne les connaît pas. Alors, si l'objectif, c'est on veut tuer... Mais même moi, je n'arrive pas à comprendre. Si l'objectif, c'est on veut tuer tous les Palestiniens, ils s'y prennent mal. Si l'objectif, c'est on veut leur faire peur, ils s'y prennent mal. Si l'objectif, c'est on veut montrer qu'on est les plus forts, ils s'y prennent mal. Et surtout, l'image internationale de ce pays qui, pendant 20 ans, et j'y travaillais, j'ai vendu des millions de dollars en Israël à des sociétés israéliennes, dans ce pays qui très difficilement s'est bâti une image un peu meilleure il y a encore une année qu'après la deuxième intifada ou dans les années 90, y compris auprès du monde arabe, y compris auprès de l'Arabie Saoudite, avec qui ils ont mis en place une diplomatie, y compris avec Dubaï, Oman, Qatar, avec qui ils ont maintenant la possibilité de voyager et de faire des affaires, donc. Eh bien, tout ça est mis en péril simplement parce qu'on a un fou furieux qui, pour ne pas aller en prison, part sur des politiques extrémistes. Alors certes, je regrette, comme tout le monde, puis en plus on est obligé de le dire, les morts civiles, les morts tout court, etc. Mais c'est juste débile. Et c'est dangereux quand on a un pays qui a l'arme nucléaire. Et je fais remarquer à mes amis israéliens qui souvent me disent « Mais tu ne comprends pas, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire parce que ce sont des fous religieux. » Je dis, putain, tu prends un miroir et tu regardes, mon pote, parce que, bref, c'est compliqué. Et donc, ma petite intervention, qui se voulait être un peu humoristique, je l'avoue, je le dis, elle est passée complètement à côté de la plaque, et elle a été mal comprise, et donc, si les gens ont été choqués, je m'en excuse. La prochaine fois, je mettrai un meilleur uniforme. Très bien, je crois qu'on a fait le tour, mais peut-être une petite dernière question pour vous. Il y aurait plein de choses à vous poser, mais on va pas vous retenir très longtemps, tant plus que vous devez voyager. C'est que vous avez dit plus tôt dans l'émission que vous aviez le pif et que vous faisiez de la prospective. Faisons de la prospective avec toute la situation. Attention, toujours. Attention, ce propos n'engage que vous. Hein. Oui, parce que nous, on ne mange pas de ce pain. Mais non, pour faire de la prospective. J'ai un gros nez, j'y peux rien. Donc, il se passe plein de choses en ce moment. Il y a ce conflit, justement, qui pourrait partir en nucléaire, comme vous l'avez dit. Il y a les élections américaines qui en viennent. Il y a un nouveau gouvernement en France. Il y a une crise économique qui nous pend le nez. Il y a un nouveau gouvernement en France qui est un peu... ça change régulièrement, donc je ne sais pas s'il existe réellement, le gouvernement en France. Il y a la chaise musicale en France, si vous préférez. Voilà. Il y a le gouvernement français qui s'est belgisé, mais autrement, on ne sait pas trop. Quoi.
Mais il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, et aux yeux du collapsologue, du survivaliste que vous êtes, comment vous voyez, si vous tirez les fils des graphiques que vous pouvez faire, où on va demain? D'ailleurs, je compléterai par une question qui était dans l'introduction d'Eva. Est-ce qu'on pourrait dire que je pense qu'on peut le dire parce qu'elle demandait la différence entre le survivalisme et la collapsologie. Est-ce qu'on c'est pourrait vrai. dire que le survivalisme est voire la réponse à la collapsologie? Le survivalisme précède la collapsologie par des décennies de travail. La collapsologie est arrivée dans les années 2015, 2016, pour essayer d'avoir une approche un peu académique, donc universitaire, de l'analyse de cet effondrement, de ce collapse qui allait venir, et qui donc a une approche beaucoup moins provocante, beaucoup plus inoffensive, et plus proche de ce que pensent les écologistes, et donc peut-être plus présentable au niveau des gouvernements, mais qui ne propose quasiment aucune solution, certainement pas au titre individuel. Parce que les gouvernements, ils n'en ont absolument rien à faire de ce que disent les collapsologues. En revanche, le survivalisme qui nous vient des États-Unis dans les années 50, 1950, a évolué, il a eu plusieurs formes. Ce n'est pas une idéologie ni politique ni autre que simplement mettre en place un mode de vie qui nous permet d'être le plus autonome et le plus résilient possible pour faire face à l'imprévu, aux crises, etc. Donc c'est un travail qui n'est pas académique, bien qu'il peut se baser dessus. Et donc on pourrait dire que le survivalisme englobe aussi l'approche académique qu'est la collapsologie, qui nous vient que du monde franco-belge, et non pas, ça n'existe pas la collapsologie dans le monde anglo-saxon ou ailleurs, hein. C'est un truc franco-belge, parce qu'un des auteurs est belge, mais sinon c'est tout. Il y a 4 personnes qui sont collapsologues en fait dans le monde, alors que le survivalisme, c'est des millions de gens, c'est quelques milliers de gens comme moi qui essayent de présenter des idées originales, mais sinon c'est un travail très individuel. Les tendances que vous venez d'esquisser avec quelques allons dans la tendance automne-hiver, faisant le tour des défilés. La tendance sera au camouflé, les grandes bottes pour la mode. Et nous faisons face en fait à d'abord, il y a beaucoup d'incertitudes qui ont leur impact. Aujourd'hui, par exemple, on a toujours tendance à dire que les élections n'ont pas trop d'intérêt, etc. Mais là, par exemple, aux États-Unis, cette année, avec les rebondissements qu'il y a toutes les 3 semaines, entre un attentat qui foire, un vieux qui finalement on reconnaît qu'il est sénile depuis 6 ans, et que là, tout d'un coup, on a Trump qui semble accepter certaines règles du jeu de manière très bizarre, très étrange depuis quelques jours, eh bien, laisse présager des soubresauts assez importants. On a des guerres en Ukraine, on a des guerres larvées en Chine, on a des guerres au Moyen-Orient qui, on sent bien que tout le monde est dans les starting blocks pour que ça explose d'une manière bien plus massive. Puis on a aussi des gens qui essayent de faire en sorte que ça n'arrive pas, et heureusement. Et donc on a cette incertitude. Ce qui est fondamental, c'est revenir en fait à une analyse plus structurelle de ce qui se passe. Nous sommes dans un monde où les ressources, d'abord il y a une population qui grandit, les ressources, elles sont ce qu'elles sont, elles grandissent pas forcément autant que la population. Nous avons des envies aussi de plus en plus ambitieuses pour notre consommation, pour nos arrière-grands-parents, ils n'allaient pas faire de croisière. Les boomers, maintenant qu'ils sont à la retraite, ils sont en croisière 4 fois par an. Et je plaisante pas, vraiment. On voit une industrie là-dessus de dingue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les générations suivantes, ils regardent ça et se disent, mais moi aussi, j'aimerais bien beaucoup, etc. Donc on a cette demande infinie, mais on a une offre qui est limitée en termes de ressources, d'énergie. On voit aujourd'hui que, par exemple, aux États-Unis, ils sont en train de prévoir de mettre par phase alternée des villes entières, couper l'électricité, parce que les data centers en bouffent tellement, et que pour faire fonctionner ces fameux centres de calcul pour les intelligences artificielles, la consommation est totalement exponentielle, et en fait, il n'y a pas de production qui suit. Et donc, ils se disent, pour que les gens puissent continuer à utiliser leur téléphone et faire des demandes Internet, il va falloir qu'on coupe des quartiers entiers. Donc, ils vont aller couper les quartiers les plus pauvres en premier, etc. Non, mais on rentre dans un monde de restrictions. Et donc,
toute société humaine, quand elle arrive dans des périodes de crise, en fait, elle a des oscillations de son économie et de sa politique. Parfois, il y a une guerre, parfois, il y a une politique de croissance, parfois ça décroît, parfois. Et ça reste dans certains. Ah ben non, mais non, je suis en train de faire des gestes comme un Italien abruti comme moi. Mais en fait, on est en audio, on est à la radio, on n'est pas. Bon, c'est pas grave. Et en fait, on a des limites. Comme si vous n'avez rien dit, personne n'aurait rien su. C'est dommage, parce qu'on a C'est ça, vous êtes grillé tout seul, on n'a rien dit, nous. Hein. Tout le monde, personne ne me voit gesticuler comme ça. Et donc, en plus, j'étais en Italie ces derniers jours, donc j'ai repris l'habitude de parler avec le naturel est revenu au galop. Hein. Exactement. Et donc on a des limites supérieures, des limites inférieures à ce qu'une société est capable de supporter en termes de crise. Et nous entrons dans des phases où ces limites sont brisées. Nous avons des crises de plus en plus fortes, leur fréquence est de plus en plus grande, donc elles sont plus rapprochées. On a des crises économiques, on a des crises sociales, on a des crises de migration, on a des dirigeants qui clairement n'ont plus la compétence et la compétence de ceux d'il y a une vingtaine, voire une quarantaine d'années. On sent qu'ils sont plus intéressés à leur paye, leur misérable paye en plus, parce que ce ne sont que des marionnettistes, des oligarques qui dirigent derrière. Et qu'on ne comprend pas très bien, en tout cas on a compris très bien que l'intérêt de la population et de leur nation, de leur pays n'est pas très important pour eux. On voit en France, vous mentionnez la France, vous avez quand même eu des élections où si on cumule les gens qui détestent l'Europe, ils sont une large majorité, certes en différents partis, et qui on va mettre maintenant comme l'énième Premier ministre, c'est quelqu'un de très européiste et qui va mettre la France sous coupe de l'Union européenne encore plus. Bon, voilà, c'était prévisible, c'est prévisible. Le système va aller vers plus de pression, plus de censure, plus de cohésion, de force, de contrainte, alors que la population, elle est de plus en plus pauvre, elle est de plus en plus à se débrouiller. Et finalement, cette démerde et cette débrouille va faire qu'on va créer des sociétés parallèles. Donc finalement, là aussi, avec du recul, je suis capable de changer. Il y a 15 ans, j'étais très hostile aux cultures qu'on importe, on va dire, du Sud, le Sud norvégien, suédois et autres, comme je mets dans mes livres. Mais aujourd'hui, avec du recul, finalement, je vois que ce sont des populations qui, finalement, nous apprennent à... Alors moi, en tant d'origine italienne, je suis un peu entre les deux. Je suis entre le Nord et le Sud. Donc j'ai un peu un pied de chaque côté. Donc je comprends les deux. Je comprends les Allemands et je comprends les Tunisiens, pour dire les choses comme ça. Enfin, je veux dire les Finlandais. Et bref, donc on a finalement ces sociétés parallèles qui se mettent en place et de plus en plus, dans le meilleur des cas, l'État et toute sa bureaucratie vont être en faillite et n'auront plus aucune incidence et importance. Mais dans le cas un peu plus probable et malheureusement pire, nous allons avoir des ruptures des économies, des chaînes d'approvisionnement. Et beaucoup de gens vont être un peu comme à la chute de l'Union soviétique, complètement, vont rester hagards et ne comprendront pas qui les nourrit, qui remplit les supermarchés, qui va faire fonctionner encore l'électricité, etc. Et nous rentrons dans des périodes de crise potentiellement très, très, très dangereuses, avec à la clé justement le réveil de l'instinct violent. Lorsque le frigo est vide, lorsqu'on a ces enfants qui ont faim, ou lorsque tout d'un coup on se rend compte qu'il n'y a plus d'autorité qui nous fait peur, peut-être qu'on se lâche. Et donc on rentre dans des périodes difficiles. Moi, ce que j'essaye de faire par mon travail, c'est pas d'organiser la résistance, c'est pas d'organiser la révolte, c'est pas d'organiser la guerre civile. Moi, mon travail, c'est que chaque individu puisse faire son travail, seul, en famille, avec ses amis, pour essayer d'avoir le maximum d'autonomie et d'indépendance, quelles que soient les crises, et de ne pas être terrifié et paralysé par la peur. C'est d'être capable d'œuvrer pour minimiser l'impact de ce qui pourrait arriver, d'abord le prévoir, mais ensuite le minimiser l'impact, et ensuite, pourquoi pas, prospérer est un grand mot, mais peut-être en communauté, avec ses amis, faire en sorte de tenir le coup et de, plus tard, recréer une société, j'espère, un peu plus éthique, un peu plus équilibrée, et avec plus de trottoirs pour handicapés. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet, dont vous, notamment avec votre best-seller de 2011. Et il y a cette période très clé entre 2020 et 2030, pour dire large, mais dans votre cas, c'est vraiment 2020-25. Eh ben, on est en train d'y arriver, donc on devrait voir quelque chose.
pour savoir si vous étiez un prophète de malheur ou si quand même vous aviez le pif, même crochu comme vous disiez. Je n'ai pas dit crochu, j'ai dit gros. Donc on Non. attend la suite, on va voir. J'ai un bonnet grec, grec du Sud. Ouais, Grec du c'est Sud. ça, c'est comme la Finlande du Maghreb, quoi, des choses comme ça. Ouais. Ok. Non, mais j'ai beaucoup. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que en réalité, comme j'aime provoquer, j'espère faire de l'humour à mon style, hein, de l'humour très noir, très, très. Je sais pas si on a le droit de dire noir de nos jours, même pour de l'humour, mais de l'humour grinçant. Et ce sont les gens dont je me moque pas qui devraient se faire des soucis. Moi, j'aime bien me moquer de la plupart des gens, et quand je me moque, c'est parce que c'est une forme d'amour, en fait. Qui aime bien châtie bien, dit-on, c'est ça? Aussi, mais je châtie personne, moi. Ça me paraît une conclusion sympathique. Exactement. Je vais quand même inviter nos auditeurs à aller regarder à la conférence que nous avions enregistrée. Je ne me rappelle plus la date, mais bon, elle est en tout cas sur nos réseaux, donc allez la voir. Et vous serez étonnés de certaines déclarations de notre ami, de notre invité, Piero San Giorgio. Voilà, j'en dirai pas plus. Allez voir, c'était très intéressant. Et on attend ce fameux tome 2 pour enfin faire ses pratiquement 2000 pages et avoir un bon cadre bibliothèque pour être sûr que la bibliothèque ne bouge pas. Et oui, et on en profitera aussi du deuxième tome pour poser des autres questions polémiques qui entourent notre Oui, invité. bien sûr. Ben oui. La suite viendra. On ne peut pas tout faire en une fois. Ouais. Merci en tout cas pour cet entretien et on vous souhaite bon travail sur le tome 2 qu'on attend impatiemment et j'espère que vous allez venir aussi en Belgique pour nous le présenter. Voilà. Pour Eva, je vais houler. Ah, Ça ne m'étonne magnifique. pas. Heureusement. Encore une que nouvelle Artemis- victime d'Eva. Il y en a quand même beaucoup maintenant. On va peut-être faire un club. Hein. Très bien. Merci encore, Piero, d'avoir donné votre temps pour cet entretien. Je remercie aussi nos auditeurs pour leur écoute et le soutien, pour qu'Artemis puisse continuer son travail, pour que l'information devienne connaissance. Messieurs, merci à vous aussi. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.